Au cœur de nos massifs, avec Esprit Montagne et Poma. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Bienvenue, merci d'être toujours avec nous ici en fond de vallée à Télé-Grenoble. Nous qui nous faisons l'écho des montagnes et des stations qui connaissent un hiver inédit, mais qui ne manquent pas d'intérêt. C'est ce qu'on va vous montrer avec cette émission pour ces vacances de février avec Laurent Davier, le rédacteur en chef de Ski Chrono. Bienvenue Laurent. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ski Chrono, il y a un tout nouveau. C'est vrai, il est déjà, là. voilà, on en parlera en fin d'émission, mais il vient de sortir. Voilà. Exactement. C'est une saison blanche, comme on dit, et plus blanche que jamais d'ailleurs, et sans remontée mécanique. Oui, la sanction est tombée. On ne pourra pas ouvrir, en tout cas en février, et on verra en mars, mais je ne vois pas à quoi ça servirait d'ouvrir en mars, mais on verra. Ouvrir les remontées, les stations sont ouvertes, et voilà, il y a quand même plein de choses à faire. Avec quand même un taux d'annulation, avec un taux de réservation, c'est quand même assez record évidemment, c'est pas si mal quand même. Alors, les chiffres qui sont annoncés, on est à 38% en moyenne sur les 4 semaines, mais alors après avec des disparités entre les stations-villages qui résistent plutôt bien et les stations qui sont vraiment dépendantes du ski alpin qui, elles, sont plus dans la difficulté, ce qui est normal, quoi. On a promis des aides, on va voir ce qu'en pensent nos invités. On ne va pas faire de plan sur la comète, comme on le dit, mais on va évoquer bien sûr ce qui se dessine, à quoi va ressembler en fait ce mois de février sans ski alpin, avec Frédéric Blanc-Mapas. Bienvenue. Bonjour. Directeur de l'Office de tourisme d'Arèche-Beaufort en Savoie. Marius Dompnier, bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour. Directeur adjoint, c'est ça, de l'Office de tourisme de Champs-Rousse, qu'on connaît bien ici. Merci d'être avec nous. Et puis Fabrice Boutet, tout va bien ? Très bien, bonjour à tous. Directeur général de la SATA. Alors c'est l'Alpe d'Huez, les Deux Alpes, la Grave. Exactement. Ça va là-haut ? Ça va, le moral reste au beau fixe. Ouais. Mais bon. Exactement. On va voir ça, on va se donner du courage et du sourire et donner aussi des bonnes raisons d'aller profiter de nos massifs. Mais d'abord, comme le veut la tradition, c'est l'actu du cirque blanc dans le grand angle. Avec 2 retraites. 3 ? Oui, une troisième, mais ça vient de tomber. 3 retraites, ce qui n'est pas courant quand même en courte saison. Un ancien et 2 jeunes. Alors, on a Julien Liseroux, le vétéran, qui à 41 ans a décidé de raccrocher, 2 fois vice-champion du monde en combiné et en slalom en 2009, qui avait un petit peu de mal à prendre la qualification, parce qu'en slalom, ça va très très vite. Il a quand même fait des résultats sur le tard finalement. Oui, sur le tard, mais là, c'est vrai que bon, ça devenait compliqué, et il avait du mal avec son gros dossard à pouvoir rentrer dans les 30. On a aussi Joséphine Forny, et ça, c'est un peu une surprise, à 26 ans, qui a décidé d'arrêter sa carrière. Enfin, en tout cas, on lui a demandé d'arrêter sa carrière, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, ce qui est quand même assez rare, et ce qui explique que le ski féminin, on en parlera avec Jennifer Pio, est quand même aussi dans la difficulté. On a peu de densité, et à part Tessa Worley, on a du mal à exister sur le haut des podiums. Et donc on a Jennifer Pio, qui elle aussi a décidé en cours de saison d'arrêter sa carrière. Encore toute jeune, Jennifer Pio est avec nous. Bonjour. Elle est avec nous encore un petit peu figée. On va récupérer Jennifer dans un petit instant, je l'espère. On a déjà un beau sourire, ce qui commence bien. Et on verra si on a aussi la parole. Allez, on va parler de ces mondiaux qui arrivent justement avant de pouvoir récupérer Jennifer Pio. On l'espère bien évidemment. Février, c'est le mois des mondiaux. Voilà, la Coupe du Monde se met un peu en hibernation entre parenthèses, en espérant qu'elle puisse se poursuivre après les championnats du monde. Là, on passe en mode championnat du monde pendant plusieurs semaines, avec les 2 gros morceaux, le ski alpin à Cortina du 8 au 21 février, et puis le biathlon à Poljúca en Slovénie. Poljúca, du 9 au 21 février aussi, donc ils seront à peu près en concurrence, mais c'est bien respecté au niveau des horaires de télé, puisqu'on va pouvoir suivre ça avec, ça va être très rythmé dans les journées, entre l'alpin le matin, le biathlon au milieu de journée, ça va être très bien. Très bien. Voilà. Avec des espoirs, on disait, du côté si on est chauvin. Oui, on est un peu chauvin avec des espoirs de médailles. Alors surtout, on va dire chez les hommes, avec Alexis Pinturo qui va disputer, qui va être un peu le fil rouge de cette quinzaine italienne à Cortina. Il va faire le super G, le combiné, le géant et le slalom, avec des espoirs de médailles, dans 3 des 4 disciplines, plutôt combiné,
géant et slalom. Il y a Clément Noël qui sera aussi très attendu sur le slalom le dimanche, le bouquet final, le dernier jour, le 21 février. On n'est pas à l'abri d'une bonne performance de Johan Claret chez les hommes en vitesse, en descente. Toujours là. Moi, je miserais une pièce sur Yo en descente. Et chez les femmes, on a Tessa Worley qui s'est rappelé à notre bon souvenir en gagnant à Kranplatz le dernier géant de la période là, et qui sera une des favorites pour le géant féminin. En tout cas, la surprise aussi du côté du ski nordique. Oui, le biathlon. Alors le biathlon, le biathlon. Allez, un petit mot sur le biathlon. Oui, c'est quand même aussi une discipline qui risque d'être pourvoyeuse de médailles, avec l'équipe féminine qui est en vert, derrière Julia Simon, et le relais féminin qui peut obtenir une médaille. Chez les hommes, on a Émilien Jacquelin. C'est pas pour rien qu'on a fait la couverture de ski chrono avec lui, parce qu'on y croit, champion du monde en titre de la poursuite. Quentin Fillon-Maillet, qui peut aussi, le Jurassien, lui, prendre une médaille, voire un titre mondial. Et puis ce relais français qui sera aussi à suivre. Donc ça fait quand même beaucoup de chances de médailles. On aura également sur le freestyle le ski cross et le border cross en Suède à Idrefall. On aura le ski nordique à Oberstdorf en Allemagne, avec Maurice Magnifica, qui a fait quand même un très beau tour de ski, un très beau tour de ski avec un podium aussi, ce qui était inédit. Ça avait toujours, il tournait un petit peu autour, et là il arrive sur ces dernières années et il claque ce podium qui en fait récompense sa régularité sur les 10 jours de compétition. Allez, on va le retrouver d'ailleurs, Maurice Magnifica. Benoît Prato, qu'on connaît bien ici à Chaussée-les-Skis à Autran, pour suivre Maurice, avec du recul d'ailleurs sur sa performance, mais plein d'enthousiasme avant les mondiaux. C'était à Autran, regardez. Ça fait bizarre, on est passé de -8 à 0 + 1 là. Et ouais, j'avoue que ça donnait pas hyper envie. J'avais plus envie de rester au lit. Ça fait 10 ans que je fais le tour de ski, presque. Et c'est vrai que c'était dans un coin de ma tête. Après, c'est vrai qu'après la saison compliquée de l'an passé, je me disais presque, bon bah ça se trouve c'est terminé, je peux plus en rêver ou quoi. Et malgré tout, c'est vrai que là, à l'approche de la prépa de ce tour et tout, je me disais que ça pouvait faire quelque chose de bien. Après, de là à jouer le podium, et c'est vrai qu'au fur et à mesure du tournoi, ça se profilait de mieux en mieux, et oui, vraiment très fier de ce podium, parce que c'est historique. Ça fait 15 ans, c'était la 15e édition du Tour de Ski, et jamais un Français était monté sur ce podium, donc c'est moi qui l'ai fait, mais finalement je le dédicace un peu, c'est vraiment pour toute cette équipe de France qui a cravaché depuis des années à aller chercher ce podium final. Des 15 skates individuels en championnat du monde, c'est que tous les 4 ans, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est pas souvent. Donc oui, ça peut paraître un peu... ça peut mettre du stress, mais justement avec des perfs comme celle-ci et une sérénité globale, ça fait que pour l'instant, je me pose pas de questions, et le but, ça va être justement de se rapprocher de ces mondiaux avec des sensations qui laissent espérer justement des grosses perfs. Oui, je vise l'or, mais je vise la médaille avant tout. Et refaire médaille sur un 15 de skate, donc c'est quoi, 2015, 6 ans après, ce sera fabuleux. Donc quoi qu'il arrive, peu importe la couleur. Voilà ce reportage de Benoît Prato avec Trax Média et Maurice Magnifica, à qui on souhaite tout le meilleur pour ces mondiaux. Et on souhaite aussi tout le meilleur pour la connexion avec Jennifer Piot. Dernière tentative, attention, ça y est, ça bouge. Bonjour Jennifer. Wow. Bonjour. Eh ben, on est bien content. On est bien content, on le sait, notre équipe technique fait toujours des miracles. Comment ça va? Eh ben, ça va, tranquillement. À l'Alpe d'Huez? Oui, bon, je bouge un petit peu, je suis remontée à l'Alpe, je suis redescendue à Albertville, je bouge encore un peu. Jennifer, bonjour. Une petite question toute simple. Pourquoi avoir arrêté en courte saison? Simplement parce que je n'y arrivais plus. Je n'arrivais plus à skier non plus avec un niveau qui pouvait faire des résultats. Donc, je ne voyais pas l'intérêt de continuer en skiant à moitié, quoi. J'ai lu sur les réseaux sociaux que
Il y avait aussi les blessures qui avaient pesé dans ta décision. Ça a été toujours compliqué de revenir? Complètement, c'est même ça qui, à la fin, m'a fait ouvrir les yeux en me disant que c'était plus possible, et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté en milieu de saison. C'est que ces blessures assez conséquentes quand même, où il y a eu des traumatismes physiques avec des séquelles, mais aussi des traumatismes psychologiques. Et j'arrivais plus à passer au-dessus de ça et à me libérer sur les courses et à skier comme il faut skier en descente, c'est-à-dire avec un peu de folie, et ça, je n'en étais plus capable. Donc la décision, c'était ce que je devais faire, quoi. Tu te sens soulagé là? Oui, plutôt oui. Oui, ça devenait compliqué quand tout le travail, tous les sacrifices qu'on fait, ils sont pas récompensés derrière, parce qu'il n'y a pas une petite once de bonheur là-dedans, parce que tous les jours c'est compliqué et on n'est jamais satisfait, et c'est un combat perpétuel avec soi-même, et ça commence à devenir un peu pesant. Ouais. Quand tu regardes dans le rétroviseur, c'est les bons souvenirs de ta carrière, c'est les Jeux Olympiques à Pyeongchang, c'est ta victoire en Coupe d'Europe, c'est... Oui, c'est tout ça, c'est tous ces bons moments où ce que j'aimais dans le ski, dans un bon résultat, c'était de pouvoir le partager avec les autres. Les Jeux Olympiques, c'est un énorme partage. Et les championnats du monde junior au Québec, c'était incroyable. On était tout le groupe ensemble, et on a fait des super mondiaux, et on a partagé tout ça. Et c'est tous ces moments-là qui font qu'on peut s'entraîner, se lever à 5h du matin, soulever des poids tout l'été pendant que les autres sont en maillot de bain sur la plage. Oui, je rappelle que tu es championne du monde junior. Oui, en descente. Oui, en descente, oui. Là, on te voit à l'image aux Deux Alpes. Ouais, avec tout ce collectif aussi, génératrice de bonne humeur aussi, Jennifer. C'est un petit peu ça qui va te manquer le plus aussi, c'est cette équipe, cet esprit d'équipe aussi. Oui, c'est sûr que c'est un sport individuel, mais moi, j'ai toujours adoré fonctionner en équipe. Et pour moi, c'était important d'avoir une bonne humeur, de faire rigoler un peu, et de partager, et d'être content d'être là, d'être content qu'on soit tous ensemble, et d'avoir la chance d'être sur les skis toute l'année, quoi. Alors, sur le futur proche, il y a les championnats du monde, on en a parlé là de ski alpin. Comment tu vois les choses pour l'équipe de France dames? On disait que la densité n'était pas au rendez-vous. À part ça, on a peu de chances de médailles. J'imagine, bon, c'est un discours que tu as entendu dans ta carrière. On est impatient. Est-ce que tu peux nous rassurer? Bah oui, alors Tessa, c'est sûr que c'est une athlète remarquable et qui m'impressionne tout le temps, parce qu'elle est capable de résister à la pression, d'être là toujours quand on l'attend, et franchement, j'ai beaucoup de respect pour ça. Donc je suis assez confiante pour les mondiaux, pour le géant, et même pour le super G, parce que Tess, elle a des énormes capacités. Après, il faudra voir comment sera la neige à cette période, à Cortina, parce que c'est vrai que d'habitude, c'est plutôt agressif. Là, on est un peu plus tard. Est-ce que ce sera moins agressif et du coup mieux pour Tessa? Et puis, il y en a d'autres. Il y a Tiffany qui est capable, si elle met tout bout à bout, de gagner. Tiffany Gauthier. Hein. Ouais, en descente, en super G surtout. Allez Jennifer, merci beaucoup pour ce sourire. On espère t'accueillir ici sur ce plateau quand tu le pourras aussi. Et puis on te souhaite c'est gentil. Un bon repos et de bien profiter aussi de cette nouvelle retraite. Et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci Jennifer. Et allez, on va reparler de cette économie de nos montagnes et de nos stations. C'est le focus de la semaine. Et elle souffre, cette économie des stations. Et le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, est allé à la rencontre des acteurs de la montagne. C'était à l'Alpe d'Huez et aux Deux Alpes, pour rencontrer justement ces acteurs de la montagne, les rassurer peut-être sur les aides, et puis surtout prendre conscience aussi de la réalité du terrain et de la détresse aussi de certains acteurs de cette économie en station. Écoutez-le. Il y a des témoignages qui sont bouleversants parfois. Un des hôteliers de l'Alpe d'Huez, quand il s'est exprimé, on a senti qu'il y avait des choses qui étaient lourdes derrière.
Il y a un jeune couple qui vient de reprendre de l'activité, ils ont droit à rien. Donc l'objectif de ces déplacements sur le terrain, c'est que lundi, on va avoir, et on a réussi à exiger du Premier ministre, une séance de travail. Eux, ils ne pourront pas être là. Et donc ce que je veux, c'est pouvoir être leur voix. L'objectif, c'est vraiment, pendant 3 jours, on va aller sur tous les massifs et on va essayer d'écouter, un par un, avec ces petites séances, aussi bien le président de l'école de ski que les remontées mécaniques, mais aussi des loueurs de meublés, souvent oubliés dans la situation. Et derrière, on veut les défendre. On va le dire clairement, on a l'impression qu'on nous a un peu menés en bateau. En fait, la décision de fermer, ils l'avaient prise avant Noël. Ils l'auraient dit, ils auraient donné de la vision à tout le monde et ils auraient pu s'organiser différemment. Quand la ministre Elisabeth Borne a dit à tout le monde « allez-y, embauchez tous les saisonniers, go », ils ont envoyé tout le monde au massacre. Y compris des saisonniers qui auraient pu s'organiser différemment, qui aujourd'hui ont leur contrat qui s'arrête et qui sont RSA. Et ça, c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Et un point qui est important, c'est pas des aides qu'on demande. Ce qui était demandé, c'était de pouvoir travailler. Et ce qui est aujourd'hui apporté, c'est pas l'aumône, c'est des compensations pour des décisions qui ont été prises et qui mettent tout le monde en péril. Voilà, recueilli par nos confrères de l'Alpe d'Huez TV. Fabrice Boutet, on vous a vu sur ces images. Je rappelle, vous êtes le directeur général de la SATA. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que ça fait du bien de voir qu'un président de région était aussi au fait des dossiers, très grosse connaissance des dossiers, très à l'écoute et vraiment porteur des demandes. Et puis aussi une vraie intelligence de compréhension des cas par cas. Parce qu'en fait, on nous traite d'une façon globale, mais il y a plein de cas par cas, de nouvelles activités, de gens qui ne sont pas rentrés dans le secteur des fameuses listes S1 ou S1 bis. Et en fait, c'est le monde de la montagne qui vivait, un plombier et quelqu'un qui vit de la montagne quand il vit à l'Alpe d'Huez, à Rèche-Beaufort, à Champs-Rousse. Et donc tout ça devait être pris d'une façon beaucoup plus générale, beaucoup plus et en même temps précise au cas par cas. Et Laurent Wauquiez a vraiment eu cette intelligence de compréhension. Ce serait intéressant de faire un petit tour de table par rapport au taux de réservation, voir où on en est en fonction de la nature des sites. Fabrice, l'Alpe d'Huez pour février, vous êtes sur Alors Alpe d'Huez, Deux Alpes, on est aux alentours de 24-26%, donc on attend à peu près 8000 personnes hors propriétaires, alors qu'on devrait être à 26 000 par jour et par station. Donc, Marius, donc mieux à Champs-Rousse. Nous, on est un peu dans la même situation. Je pense qu'on est tous un peu dans cette situation un peu commune où on est sur des statistiques qui ne sont pas forcément très élevées par rapport à ce qu'on peut connaître en février, où on est sur des 100 à 110% de réservation, alors que là, pour nous, on est sur du 20-25%, on va dire, sur février. Donc, c'est des chiffres qui sont bien en dessous de ce qu'on aimerait. Et à Beaufort, à Rèche-Beaufort, donc dans le Beaufortin, Frédéric Blanc-Mapaz. Alors nous, on est un petit peu en dessus parce qu'on est aux alentours de 40-45% en moyenne sur les 4 semaines. Ça reste bien en dessous de ce qu'on fait habituellement, mais apparemment, on souffre moins que d'autres destinations. Peut-être un dépaysement, c'est aussi le temple de ski de rando avec la Pyramenta peut-être. Oui, le village. Station village, oui. Le ski de rando, mais aussi une destination 4 saisons, été-hiver. Donc les gens viennent, quelle que soit la saison, quelle que soit l'activité. Oui, et puis il y a aussi... Alors c'est pour ça qu'on a du mal à se concentrer, parce qu'on est là, on vous le dit, pour vous montrer à quoi ressemble ce mois de février dans nos massifs. Et donc on vous a apporté quelques arguments, de l'Alpe d'Huez aussi, on va tout apprendre aussi avec Champs-Rousse. Mais merci déjà pour ce merveilleux Beaufort qui est aussi votre marque de fabrique, vraiment cet agro-pastoralisme dans le Beaufortin qui marche et qui fonctionne aussi au niveau touristique. Au niveau touristique, c'est un de nos positionnements. C'est vrai que la gourmandise, les produits locaux qui reviennent à la mode maintenant, mais qui le sont depuis très longtemps chez nous. Et c'est vrai que le Beaufort, c'est un ambassadeur génial. Tout ce qui colporte sur l'environnement, les paysages et puis le produit. Alors, tout de suite, alors à Rèche-Beaufort, pour les néophytes, c'est une carte postale et les néophytes ont bien raison, car à Rèche-Beaufort, c'est bien une carte postale. Et surtout cette saison, avec cette neige qui, comme pour vous donner un coup de pouce, est venue très généreusement garnir le village, les pentes. Voilà, ça au moins, c'est ça, c'est fait. Et ça attire les touristes. Ça attire les paysages, le côté village, oui. Ça reste intemporel. Village, nature. Nature, paysage, grande commune à 15 000 hectares, 5 000 hectares de forêt. Donc le domaine skiable représente moins de 5% de la commune. Donc il y a de quoi s'amuser autour. Et puis le ski de rando, c'est la mecque du ski de rando avec la Pyramenta, mais aussi pour les amateurs. Vous avez noté cette hausse de pratique ?
Ça fait quelques années qu'on travaille aussi sur cette différenciation, ski de rando, qui maintenant est repris un peu de partout. Hein. Mais c'est vrai qu'on a une hausse de pratiquants cet hiver, du fait qu'il n'y ait pas de remontée mécanique, sur des gens en séjour qui découvrent l'activité, et puis aussi de grosses pointes sur les week-ends, des gens de la vallée au sens large, hein, de Grenoble, de Lyon, d'Annecy ou de Chambéry, qui viennent pratiquer sur notre territoire. D'ailleurs, ça pose quelques petits problèmes. J'en ai discuté avec le maire d'Arèche-Beaufort, Christian Maison-Roche. C'est les parkings. Comment on gère tout ça? Parce qu'il y a plus de monde. Comment on arrive à avaler cette vague de pratiquants? C'est compliqué, on est en montagne. Donc c'est vrai qu'on a, nous, des endroits de départ, de parcours qui sont sécurisés, balisés, sur lesquels il y a des parkings à proximité. Mais c'est vrai qu'après, on a tout un nombre de pratiquants qui font comme la plupart des gens font l'été ou l'hiver. Ils vont jusqu'au bout de la route déneigée. Ils stationnent un peu n'importe où, sauf que c'est des routes sur lesquelles il y a des retournements d'engins de déneigement. Donc c'est vrai qu'un peu de civisme aussi, on en a en ville. En ville, on ne le fait pas. Il faudrait apprendre à faire la même chose en montagne. Alors, on voit sur ces images d'Arèche-Beaufort en saison normale, en tout cas en conditions habituelles, lorsque ces grands rassemblements festifs seront autorisés, lorsque cette Pyramenta peut se dérouler. On voit ici tous vos arguments en termes de diversification des activités. Est-ce que vous avez dû travailler, potasser tout ça aussi pour cette saison ? Alors encore une fois, c'est des choses qui sont déjà en place, la diversification depuis quelques années. Alors on a renforcé plutôt ce qui se faisait. Alors c'est vrai qu'en termes d'activité neige, hein, on a parlé du ski de rando, de la raquette, des parcours piétons, de la luge, qui est important pour les familles, mais aussi toute la partie patrimoine et gourmande. Hein. On a des visites de ferme, des visites de scieries, des visites de villages. Donc il y a plein de choses autour du patrimoine et de l'environnement qui sont déjà mises en place, qu'on a renforcé pour cette période. C'est ce fameux agro-pastoralisme, donc, où vraiment les activités agriculture pastorale sont très intimement liées au développement de ce territoire. Alors d'ailleurs, pour faire cette petite chose, regardez les arguments. Ça, si ça, c'est pas un argument, on peut nourrir les bébés tarines. Alors ça, si c'est pas un rêve, en tout cas pour moi, les petits peuvent le faire, hein, c'est ça ? Sur les visites de ferme, oui. Alors les visites de ferme, c'est pareil, elles ont été réadaptées, parce qu'on n'a plus de droit à des grands groupes, donc c'est pas un groupe de 5 personnes, sur des formats plus courts. Mais on peut continuer à le faire et les enfants adorent nourrir les veaux au biberon. Oui, tout à fait. Alors moi, j'adore le Beaufort. J'ai pas résisté, il est devant nous. Vous pouvez y aller, comme ça je serai pas la seule. Oui. Alors volontiers, il n'y a pas de souci. Oui, il y avait aussi, alors sur le versant ski alpin qui n'a pas pu avoir lieu, c'était l'inauguration de votre télécabine, c'est ça ? Oui, on avait un nouveau télécabine, un appareil de liaison entre nos deux secteurs qui était très important pour nous, qui est prêt depuis la mi-décembre et qu'on inaugurera plus tard parce qu'actuellement, voilà, on a préféré reporter cette inauguration. Et c'est vrai que le ski alpin reste quand même important et ça reste quand même le nerf de la guerre, quoi qu'on en dise. Et alors, le Vercors n'échappe pas aussi à cette conjoncture, à ces difficultés liées à la fermeture des remontées mécaniques. On est allé rencontrer le président du club hôtelier du Vercors qui nous fait part de la position, finalement, aussi la politique du Vercors par rapport à l'accueil des touristes. On peut dire que malgré la fermeture des remontées mécaniques, effectivement, il y a beaucoup de neige cette année. Le temps est souvent très beau, donc les week-ends sont très chargés. Mais ces clients montent très souvent à la journée, le dimanche, arrivent le dimanche très tôt, repartent le soir. Donc pour l'hôtellerie, très peu de réservations. En plus, avec quand même, il faut bien le dire, une fréquentation énorme sur le plateau du Vercors. Il faut vraiment il faut tenir compte dans l'avenir de cette nouvelle gestion du tourisme dans nos montagnes, souvent des parcs régionaux ou nationaux, donc un environnement à sauvegarder. Et donc il va falloir également se pencher dans l'avenir à réfléchir comment faire du tourisme nouvelle génération, je dirais. Les aides, effectivement, comme elles le disent, sont des aides, mais pour les hôtels de structure comme nous dans le Vercors d'environ 20 chambres, c'est uniquement environ 50% des charges fixes. Donc nous sommes dans l'obligation d'ouvrir pour essayer de récupérer un petit peu d'argent pour combler ce manque de charges fixes. Et voilà, c'est très compliqué, très compliqué. Marius Dompnier, du côté de Champs-Rousses, j'imagine que ça vous parle, ce qu'on vient de dire.
Tout à fait, on est sur une situation un peu particulière, on est tous un peu obligés de se réinventer et là, on le voit par exemple cette année où la crise sanitaire aura permis de faire évoluer des choses beaucoup plus rapidement, comme la digitalisation. On en a parlé sur la Pyramenta avec une possibilité sur le digital. Donc c'est un petit peu aussi la diversification des activités passe aussi par le digital. Nous, on a pu développer pas mal d'activités par rapport des escape games où on essaye de proposer des services et des produits à nos clients pour qu'ils puissent évoluer, on va dire, en autonomie sur nos territoires. Ils peuvent découvrir le patrimoine, les paysages, ainsi de suite, mais en totale autonomie. Donc c'est un petit peu la complexité cette année où il faut essayer de proposer des temps forts à nos clients sans les rassemblements. Et c'est là la complexité, on va dire, de cette saison. Alors, on va découvrir Champs-Rousse en 2021. Alors, c'est effectivement du sport, c'est du jeu, c'est ça, en fait, finalement, que vous avez dû faire et travailler davantage, même faire passer au niveau de la communication. C'est qu'il y a le sport, il y a le ski de rando, il y a plein, d'ailleurs, de sports différents. On va les énumérer là tout à l'heure. Mais aussi du jeu et voilà, cet amusement en famille. C'est ça, on est vraiment, notre rôle un petit peu, c'est d'éduquer les gens aussi à la montagne, parce qu'on est une station de proximité, donc on peut avoir du monde très rapidement sur nos domaines, sur les week-ends où il fait beau, où il y a eu des belles chutes de neige. Donc c'est à nous aussi de canaliser nos activités, d'expliquer un peu aux clients comment fonctionne la montagne, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes règles. On a pu le voir sur le stationnement où on a des problèmes de civisme ou autres, mais il y a aussi tous les dangers de la montagne, comme on a pu le voir la semaine dernière où il y a eu des accidents très graves. Et donc c'est aussi nous, notre rôle, d'apporter les bons outils, on va dire, à nos clients pour qu'ils puissent évoluer en toute sécurité sur nos domaines. Il faut les accompagner. On en parlait, le ski de randonnée avec les moniteurs, les guides. C'est important pour faire ses premiers pas, d'être un petit peu éduqué dans ce monde qui est la neige et qui peut être aussi un peu piégeux par moment. Donc c'est une responsabilité qu'on a tous, médias, stations, élus, de se dire qu'une nouvelle clientèle arrive et qu'il faut lui prendre la main. Absolument. Alors, qui de mieux d'ailleurs pour illustrer la pratique du ski de rando, un peu extrême d'ailleurs, que les troupes de montagne qui exécutent, je ne sais pas si c'est chaque année le challenge des troupes de montagne ici à Champs-Rousse. Alors c'était pour les 130 ans des troupes de montagne et cet événement a évolué sur la patrouille alpine. Donc on est en train de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir maintenir ou non. L'objectif c'était d'ouvrir une version pour les civils. Donc là on est vraiment sur un événement pur sur les militaires, sur les troupes de montagne avec différentes nationalités. Alors le ski de rando, c'est pas que ça. Hein. Là, on le dit, c'est vraiment une pratique extrême. Là, on est mais vraiment ça peut sur se une faire. pratique extrême, tout à fait. Mais ça peut se faire. On le voit, il y a même des petits bobos aussi sur le visage quand on essaie. C'est un challenge. Hein. Le but, c'est aussi d'arriver le premier en bas, c'est d'aller. C'est par équipe, tout à fait. Voilà, d'aller le plus vite possible et dans les conditions qu'on voit. Il n'y a pas toujours du brouillard à Champs-Rousse. Mais voilà, ici aussi, ces images. Ils ont le FAMAS. Hein. C'est pas du biathlon, mais ils ont le FAMAS quand même qui pèse son poids. On n'est pas dans les mêmes circonstances qu'un client. Hein. C'est vrai. Et un sac un peu lourd. Voilà, c'est en tout cas une illustration comme quoi même dans les conditions extrêmes, on peut le faire en 2h42, c'est ça, 45 secondes pour les meilleurs entre la montée et la descente. Comme quoi, oui, c'est possible et il y en a pour tout le monde, c'est-à-dire aussi bien pour ceux qui pratiquent peu et qui sont accompagnés dans ces cas-là. Voilà, donc nous, l'objectif, c'est d'orienter aussi les clients. Donc on a mis en place des parcours qui sont balisés, sécurisés et damés pour vraiment mettre la clientèle qui veut s'initier à cette nouvelle pratique dans les conditions, on va dire, les plus optimales, où le client évolue sur une piste où c'est damé, c'est beaucoup plus facile à monter, et puis même s'il y a un besoin d'assistance, les pisteurs sont là, un peu comme sur une pratique de ski alpin. En revanche, là, c'est dans les conditions du ski de rando. D'accord. Et en ce qui concerne une autre pratique, le snook. Alors ça, c'est un petit coup de cœur qu'on peut tenter ici chez vous. Alors on peut monter comme ça, donc avec les skis de rando, avec les pots de phoque. Tout à fait. Alors donc ça, c'est ce qu'on appelle le snook touring. Alors pour faire simple, le snook, c'est le Paris 2020. Donc c'est un ski sur un siège. Ouais. Et donc c'est une pratique qui est vraiment dédiée pour s'initier. Par exemple, quelqu'un qui ne skie pas forcément va pouvoir accompagner un skieur sur toute une journée et s'initier à cette pratique qui est très ludique et très... là, on peut le voir, donc on est assis, on est à ras du sol, donc si on chute, on est vraiment à faible vitesse et on risque vraiment pas de se faire mal. Ouais, c'est comme une luge-pelle, mais sur un ski plus confortable. La capitale du Paris étant Vas-y, Manigot. C'est ça. Voilà. Et c'est assez confortable. Tout à fait. Donc, après, il faut avoir un peu d'équilibre quand même. Hein. C'est un produit qui se prend vraiment très vite en main. Le Paris, oui.
Oui, j'ai D'accord. déjà testé manger la neige aussi. Une fois. Non, peut j'aime ça, j'y suis revenu, mais oui. Donc c'est Non. une expérience à vivre alors et c'est vrai que c'est quand même C'est très ludique. Ouais, Voilà, c'est quand même plutôt sympa. On parlait aussi de la diversité de tout ce qui peut se produire en saison habituelle, la luge. C'est ça. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, hein, du sportif au bien-être ou à la découverte du patrimoine. On essaie vraiment de développer les activités pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Enfin, la luge, c'est pas que la luge avec les enfants. C'est Non. sportif, la luge aussi. Parlez-en à l'équipe de Télégrenoble qui a laissé quelques plumes dans cette activité. C'est très sportif. Hein. Et bah, tout dépend de la pratique qu'on souhaite faire. On peut très bien faire de la luge avec ses enfants en front de neige, sur une pente douce et s'amuser, ou même découvrir les plaisirs de la glisse, ou s'amuser à monter un peu plus haut avec des luges et prendre un peu plus de sensations. Et il y a tout ce qu'il faut. Et puis, si les éco-balades, vous avez développé ça. Alors, il y a le côté éco-balade et le côté scooter des neiges. Alors là, les éco-balades, ça peut se faire à raquettes, un bien rare cette année. C'est devenu le produit le plus recherché. Et oui, est-ce qu'on peut trouver des raquettes chez vous? Oui, tout à fait. Il y a les loueurs qui sont adaptés à la situation, qui ont su réagir à travers les raquettes, les skis de randonnée ou même les luges. Et donc, on peut trouver, là, on voit sur les images, on se retrouve dans un cadre assez exceptionnel. Hein. Assez profond. C'est ça. Donc là, il y avait eu des belles chutes de neige où on découvre en même temps la nature, la faune, la flore, dans un cadre sur le plateau de l'Arcel où on est sportif aussi. Tout à fait. Voilà, on peut vraiment s'amuser et on est vraiment à 30 minutes de Grenoble. Voilà. Alors on est parti dans les bois justement ici avec le scooter de neige. Ça c'est différent. C'est une activité différente, voilà. mais qui est aussi pour un certain type de clientèle, pour plutôt les amateurs, pour découvrir une belle balade en forêt qu'on appelle aussi un peu le petit Canada, où on peut se retrouver dans les arbres. Vraiment à découvrir. Il y a des scooters des neiges pour les petits aussi. Exactement. Donc il y en a vraiment pour tout le monde, pour les petits à partir de 5 ans et jusqu'aux adultes. Le gel hydroalcoolique qui fait boum. Ils sont pas encore électriques ces scooters des neiges? Et on est en train de réfléchir. Voilà. La complexité, c'est la réaction des batteries au froid. Qu'on est en altitude, mais on espère rapidement pouvoir basculer sur une version électrique, bien évidemment. Puis rappelez aussi que pour les débutants, on peut apprendre à skier avec les moniteurs, le club Piu Piu aussi qui fonctionne. Donc voilà, c'est aussi des activités qui sont proposées et qui permettent pour les familles de voir leurs enfants quand même ne pas perdre une année et de commencer à skier. Oui. Depuis tout petit ou même adulte, si on en a besoin. Et le ski nordique également, qui est accompagné aussi avec les moniteurs de l'ESF. Vous avez quand même un domaine de ski nordique qui est merveilleux avec le taille-fer juste au-dessus. Ça fonctionne et ça tourne bien? Et oui, cette année, du fait que les remontées mécaniques ne tournent pas, on a une grande partie de la clientèle qui s'est initiée aussi à cette pratique. Donc heureusement, le nordique fonctionne correctement, fonctionne très très bien. Et de plus, du fait que les pistes de ski alpin ne sont pas utilisées, pour février, on va pouvoir étendre justement les itinéraires sur le domaine alpin. Donc c'est un peu plus réservé à une clientèle qui est un peu plus laquaise, qui pratique, on va dire. Mais c'est aussi une petite nouveauté, utiliser le domaine comme on ne pourrait pas le faire sur une saison, on va dire, normale. Marius, on se voit à peu près chaque année à Champs-Rousse pour faire le point aussi sur ce projet de développement de la station Champs-Rousse, 4 saisons, véritablement, avec une modernisation de tous vos équipements, avec déjà des projets qui ont commencé, qui sont même sortis de terre. Est-ce que ce projet est un petit peu réfléchi avec la crise qu'on est en train de traverser? Bien sûr, le Covid vient impacter tous ces gros projets structurants d'une station. Hein. Donc l'objectif, on a eu un changement de municipalité, c'est les nouveaux élus reprennent le dossier et vont pouvoir réactiver certaines choses. Donc voilà, c'est un petit peu tous ces éléments entre le Covid, le changement de municipalité vient rajouter des délais un petit peu importants sur ces gros projets. On verra. On ira voir, mais on a hâte de découvrir. On sait que vous aviez pris de l'avance aussi pour réfléchir à ces stations nouvelle génération, bien évidemment. Ce qui est aussi le cas aussi des stations de l'autre côté, du massif, du côté de Loisan, où il y a pas mal de gros projets et des projets structurants, comme on dit, et même entre les stations. Oui, comment ça se présente cette année? Est-ce qu'ils ont pris du retard, Fabrice Boutet, ces projets de liaison? Les projets déjà lancés vont continuer. On s'y est engagé. On a essayé d'avancer vraiment sur les investissements et travailler avec nos partenaires financiers. Donc, c'est pas ça qui va être mis en cause. Maintenant, effectivement, tout ce qui est
Tout ce qui est réfléchi un peu plus, c'est en fonction des capacités de remboursement des emprunts, comme la plupart des stations. On a des projets d'ascenseur valéen, on a des projets interstations entre l'Alpe d'Huez et les deux Alpes. L'idée qui a bien fait son chemin, c'est d'avoir une liaison qui soit sur 3 domaines. Le ski, certes, on peut aller skier d'un domaine à l'autre, mais pas que. Le côté urbain, c'est-à-dire on peut travailler aux deux Alpes, on peut travailler à l'Alpe d'Huez, on n'est pas obligé de prendre les voitures. Nous, aujourd'hui, c'est 500 voitures qui montent par jour à l'Alpe d'Huez et 500 voitures qui montent tous les jours aux deux Alpes. C'est une catastrophe écologique. Moins désormais avec les nouveaux... alors, on n'appelle même plus ça des télécabines, d'ailleurs. Non, mais comme la liaison n'est pas faite encore entre les deux, on a toujours ces allers-retours entre Bourdoisan et autres. Donc entre les deux, mais à l'intérieur même de la station à l'Alpe d'Huez. Alors, à l'intérieur même de l'Alpe d'Huez, on a commencé grâce à ce qu'on appelle le TSP. Voilà, le TSP. Voilà, d'avoir un transport collectif en site propre. Et on l'a rendu gratuit. Un tram on l'a rendu gratuit, voilà, c'est un tram des montagnes, ça permet de laisser les voitures dans les parkings et de pouvoir se promener dans l'Alpe d'Huez. Et c'est pas fini puisque ça va descendre jusqu'à Bourdoisan. Mais bon, effectivement, et la troisième chose, c'est aussi que dans les 4 saisons, quelqu'un peut aller faire du VTT à la Grave, aux deux Alpes, à l'Alpe d'Huez, changer de domaine, pouvoir se promener sans être obligé de se faire des pentes incroyables, parce qu'on fait toujours très peur puisqu'on est en haute montagne, donc on nous dit bah voilà, c'est impossible à faire, mais si, c'est possible. Donc on est en train de travailler toute cette partie-là. Est-ce que la période qu'on vit, l'épidémie, a changé des choses dans votre réflexion sur les 10 prochaines années? En fait, oui, mais on avait commencé, sans le savoir, qu'on aurait un jour la Covid, on avait commencé de toute façon à réfléchir à nos 4 saisons, à tout le côté environnemental, à tout le côté faciliter la vie des gens et jouer sur le bien-être, ce que disait Marius tout à l'heure. On a quelques piliers comme ça qui sont d'être capables d'accueillir tout le monde, de la même façon, peu importe où ils se trouvent sur les 3 sites. La deuxième chose, c'est de leur faciliter la vie. Donc ça veut dire peut-être qu'un jour, demain, avec une seule carte de forfait, j'ai ma location de ski, j'ai ma location d'appartement, j'ai mes numéros d'urgence, enfin, j'ai mon billet de train, j'ai tout. Donc comment je facilite la vie des gens qui viennent chez nous? Du clé en main, finalement. Voilà, le vrai clé en main, le vrai clé en main. Le bien-être, pouvoir se dire je suis accueilli, je suis considéré, je suis valorisé et en même temps je me sens bien dans l'activité que je vais pratiquer. Alors il y a le ski alpin qui est la base de notre économie et je pense que grâce à cette base, on va pouvoir travailler sur de la transformation, aller chercher d'autres activités. Mais il nous faut une bonne base économique au début et le ski alpin reste cette base économique. Mais ça nous fait réfléchir, on parle de ski de rando, bah oui, le ski de rando sur nos 2 domaines devient quelque chose qui existe. Alors qu'avant, c'était vraiment une activité un petit peu pour les gens un petit peu initiés. Aujourd'hui, ça y est, c'est reparti. On parlait de luge, on parlait de la motoneige, on parle des chiens de traîneau, on parle du ski de jogging, on parle de la promenade. Simplement, je suis bien. Et je me promène en montagne parce que je suis bien l'été, je suis bien à la Toussaint, je suis bien l'hiver, donc pourquoi pas. Ski de jogging, c'est avec des chevaux. Avec des chevaux, voilà. Ceux qui connaissent pas, c'est les chiens de traîneau, mais avec du cheval. Avec des chevaux, voilà, et on fait du ski derrière. Donc c'est apporter, j'allais dire, une sorte d'environnement de bien-être en fonction de mon niveau dans lequel je suis, peu importe l'activité, et puis surtout dans ce que j'attends de ce moment, quoi. Donc oui, on a commencé, on est vraiment en train de travailler dessus. Et puis l'Alpe d'Huez est devenu désormais le camp de base des équipes de France de ski de boss avec Perrine Lafont. Vous avez mis à disposition un mur d'entraînement sur le Signal, là. C'était une volonté de renouer avec le très haut niveau? Alors, dans le bien-être et dans le sport, il y a tous les niveaux. Je fais du sport quand je débute. Je fais du sport puisque je débute quelque chose. Et puis, il y a le très haut niveau. Et je pense que la force de nos domaines aujourd'hui, évidemment avec l'Alpe d'Huez et les deux Alpes, c'est de pouvoir partir du débutant, peu importe son activité, jusqu'aux plus grands sportifs de haut niveau. On fait rêver les débutants avec nos sportifs de haut niveau. On entendait Jennifer tout à l'heure. Jennifer, au-delà de sa performance sportive, c'est un sourire et c'est une accessibilité incroyable. Eh bien, c'est véritablement ça qui est important. Et évidemment, le ski de boss est arrivé avec les sourires de Perrine Lafont, de ses entraîneurs, de Benjamin, enfin de toute cette équipe qui nous donne un bol d'air incroyable. Et donc oui, on s'engage à leur côté. C'est ça, le fameux WAD qu'on a présenté sur ce numéro, sur notre édition précédente, avec l'entraînement de Perrine Lafont, vraiment cet équipement spécifique à l'entraînement du ski de boss, vraiment cette ligne, ce mur très technique qu'on peut voir sur la piste du Signal à l'Alpe d'Huez. Exactement.
Ils nous ont appris à faire. On ne savait pas. Parce que nous, on a plutôt tendance à aplanir les pistes et eux, ils sont venus nous les défoncer. Donc on leur a dit, attendez, ça va à l'encontre. Ça va pas. Alors. Ouais. Et ben, il a fallu apprendre à faire des bosses. Ouais. Et donc ils vont préparer les championnats du monde d'Almaty au mois de mars à l'Alpe d'Huez. Ouais. Donc vous gardez vous aussi le moral, c'est pas facile. Mais vous avez des raisons de croire aux jours meilleurs dont on parle et qu'on ne voit toujours pas venir. Alors le moral, je vais reprendre ce qui était dit tout à l'heure. Le moral, c'est obligatoire. C'est obligatoire pour nos équipes, c'est obligatoire pour les gens qui vont venir nous recevoir. Et puis surtout, on ne va pas jouer que sur le passé. Je crois que si on veut continuer d'évoluer, il faut regarder le futur. Le futur, c'est l'été qui arrive. Le futur, c'est l'hiver prochain qui arrive. C'est les années qui viennent. C'est un plan d'investissement de 250 millions sur 15 ans. C'est le plus gros projet des montagnes. Donc on se doit d'être hyper précis et hyper dans l'optimisme de ce qu'on va pouvoir faire pour avoir des vrais partenaires à nos côtés. Oui, le moral, on l'a. Oui, il n'y a pas de problème. On n'a pas de problème. Et on va le garder. Alors justement, on a eu un conflit, vous et moi, juste avant cette émission, car les arguments de l'Alpe d'Huez, c'est aussi ça. Vous en avez chacun ici. Ça s'appelle le délice de nos montagnes. Mais ça en fait plaisir. Ça fait partie, évidemment, des arguments, les plaisirs de la table. Alors donc, on a ici une pâte sablée. Vous dites que c'est de la myrtille. Oui. Parce qu'il y a myrtille et framboise. Moi, je les trouve un peu rouges. Alors, je vais vous dire. Et donc, une fameuse meringue italienne. C'est ça? Où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, on la trouve à la pâtisserie Janin, chez nous. Tout le monde la connaît. Je crois que c'est vraiment devenu un centre de rendez-vous pour tout le monde, pour les papilles. Après, les poumons, c'est les papilles que l'on vient rafraîchir. Effectivement, le délice de nos montagnes, c'est léger, c'est bon. Ouais. Il y a la neige, il y a le sablé. C'est très léger et c'est de la framboise. C'est de la framboise. Donc, tout le monde peut se tromper. La myrtille, elle est là devant vous, justement, à côté du Beaufort. Voilà, exactement. Tout à fait. Et toujours aussi la visite des savonneries, vraiment les artisans à Champs-Rousse. Il n'y a pas que la pâtisserie dans la vie, j'ai du mal à m'y faire, mais effectivement, on peut aussi aller profiter des savoir-faire locaux à Champs-Rousse. C'est important de le dire. Tout à fait. On a une petite association d'artisans qui s'est montée avec une savonnerie, des produits un peu sur l'ail des ours. On a aussi de la couture, de la décoration en bois, tout made in Champs, vous savez, avec une charte un petit peu dédiée pour essayer de cadrer l'artisanat, avec des marchés, des événements, et à terme l'objectif c'est une brasserie locale d'un niveau un petit peu plus gros, pas de la production en petite quantité, mais plutôt sur des locaux de 300 mètres carrés pour vraiment avoir une production assez importante, on va dire, sur la station. Bon, et puis on le rappelle aussi, si on monte encore un peu, on peut trouver du génépi. Là, il n'y en a pas évidemment, sinon on n'aurait pas pu terminer cette émission, je vous le dis. Conclure un peu de lecture. Avec... Ski chrono. Alors il y a déjà, Ski chrono, oui. 76 spécial championnat du monde, mais il y a aussi le nouveau livre du champion olympique Franck Picard, nouvelle chronique d'un champion olympique. Il était venu nous présenter son premier opus ici sur le plateau. C'est une le deuxième enrichie avec plein d'autres souvenirs, et c'est à déguster aussi bien que le délice des montagnes. Ou les deux à la fois. Et puis alors, un dernier petit coup de pub sur ce ski chrono. Voilà, ski chrono avec Emilien Jacquelin. Partenaire de cette émission, voilà, Emilien. Voilà. Et puis une enquête sur le business du ski pour les skieurs, comment ils s'organisent dans ces temps difficiles. Merci beaucoup Laurent Davier, merci à vous tous aussi de votre patience. Je vois que vous avez été très polis. Vous allez pouvoir vous lâcher après cette émission, bien évidemment, avec ces jolies choses que vous nous avez apportées. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Profitez de nos montagnes aussi, quelles que soient vos activités, quels que soient les plaisirs que vous allez y trouver. Et merci de votre fidélité. À bientôt. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma.